Salut tout le monde et bienvenue dans ce troisième acte de l'histoire de la Sonic Team. La dernière fois qu'on s'est vu, je vous ai évoqué ce qui représentait ma période préférée du studio, mais j'ai aussi énormément d'affection pour celle-ci. On va y évoquer des jeux qui sont très certainement moins populaires que des jeux évoqués plus tôt. Par exemple, là, il n'y aura pas de Sonic, mais c'est malgré tout des jeux qui sont très importants, tant dans l'histoire de la Sonic Team que dans l'histoire de Sega, voire même dans l'histoire du jeu vidéo au global, et ça c'est vachement intéressant. Bref, j'ai trop hâte de vous parler de tout ça, mais avant on va se remettre vite fait dans le bain. Dans l'acte 1, on avait beaucoup parlé de game design à travers le travail de Hirokazu Yasuhara. Dans l'acte 2, on a beaucoup parlé mise en scène à travers le travail de Naoto Oshima. Et là, dans cet acte, on se retrouve au cœur du passage à l'an 2000, à une époque où tout paraît possible, où les limites de la technologie, elles éclatent à vue d'œil. Et cette époque, la Sonic Team, elle l'a vécue à 100 à l'heure. Le temps où le studio était composé que d'une petite poignée de membres et bien loin, le développement de Sonic Adventure a fait exploser les effectifs et le jeu s'est très bien vendu, ce qui a permis au studio de garder la confiance de Sega. Les jeunes recrues arrivées à la fin des années 90, elles veulent faire leurs preuves, elles veulent à leur tour apporter leur pierre à l'édifice, et du coup, les projets se multiplient au point d'être développés simultanément. Bref, la Sonic Team se porte mieux que jamais, et le chef d'orchestre à la tête de tout ça, le roi de la démesure en personne, c'est le membre le plus célèbre du studio, Yuji Naka. Pour rappel, Yuji Naka, à la base, c'est le programmeur de la Sonic Team. C'était une sorte de savant fou qui cherchait à aller toujours plus loin, à briser les limites de la technique pour le bien créatif. Parlons franchement, c'était un génie le gars, et le problème c'est qu'il le sait. Et je sais ce que vous vous dites, ça fait 3 actes maintenant que je parle de Yuji Naka en éludant volontairement tout ce qui s'est passé récemment, en éludant son côté sombre, et vous avez envie que j'en parle, parce que c'est normal, vous aimez quand c'est pimenté, mais désolé, c'est pas encore le moment. Là, ce qui est important, c'est que Naka, c'est le vétéran de la Sonic Team, c'est plus du tout un rookie, on le met au même niveau que les autres têtes de file de chez Sega, donc à commencer par Yu Suzuki, qui est en quelque sorte la superstar de l'entreprise. Il a chapeauté les projets les plus prestigieux de la société, comme Outrun, Virtua Fighter ou Shenmue, et Yuji Naka, il a toujours tenu Yu Suzuki en estime, au point de parfois se surnommer lui-même U2 au générique de certains jeux, et en surnommant le deuxième Yu, Naka il rendait hommage à celui qu'il considérait comme un aîné, et c'est d'autant plus symbolique que, comme on l'avait dit dans l'acte 1, l'un des premiers boulots de Yuji Naka chez Sega, alors qu'il avait 19 ans, c'était de porter Space Harrier, un jeu de Yu Suzuki, sur Master System. Et si Naka, à la fin des années 90, il garde ce respect pour son aîné, il se considère en réalité plus du tout comme un deuxième. Pour lui, et très certainement à raison, c'est le premier, c'est le boss d'un des pôles les plus lucratifs de chez Sega, avec des dizaines d'employés sous son aile. À la fin de l'acte 2, en 2002, Yuji Naka, il était à San Francisco avec entre autres Takashi Iizuka et Kazuyuki Hoshino, pour bosser sur Sonic Adventure 2 et son portage GameCube, et même s'il est très attaché à la petite équipe qu'il a créée aux États-Unis, il doit continuer de passer au Japon pour veiller à ce que le reste des projets de la Sonic Team se passe bien. Et justement, si jusqu'ici j'ai fait au mieux pour dresser les événements de façon chronologique, là on va se concentrer sur une branche parallèle de la timeline, donc on va revenir quelques années en arrière. Donc là, en 1999, on est entre la sortie japonaise et occidentale de Sonic Adventure. Naka, donc il met plus du tout les mains dans le code, il a plus le temps pour se triturer la tête à trouver des solutions à des problèmes, il a des équipes à gérer des deux côtés du Pacifique, mais il continue malgré tout d'avoir des idées et des rêves, et le truc c'est que maintenant c'est le boss, et en tant que boss, il s'attend justement à ce que ses équipes, elles se triturent la tête à trouver des solutions aux problèmes comme lui le faisait auparavant. La Sonic Team USA qui s'apprête à bosser sur Sonic Adventure 2, elle a l'air assez épargnée par les caprices du père Naka, mais la Sonic Team Japan, elle, donc le plus gros du morceau, on va lui confier une mission capitale, et durant cette mission, des obstacles, des problèmes, il va y en avoir beaucoup. Forcément, l'histoire de la Sonic Team, elle est connectée à celle de Sega, et si j'essaye au maximum de pas trop m'étendre sur ce pan, il faut que je fasse un petit aparté. À la fin des années 90, le plus grand cheval de bataille de Sega, c'est pas l'arcade, c'est pas les très jolis jeux vidéo, c'est Internet. Vous pouvez surfer sur Internet et envoyer et recevoir des courriers électroniques du monde entier. Tout simplement. Sega. Dreamcast, la seule console de jeu qui permet d'accéder à Internet sur votre télé. Ça peut paraître con pour les plus jeunes d'entre vous, mais Internet, c'était pas du tout une évidence à l'époque. Et d'ailleurs, chez la concurrence, on pionce encore pas mal sur le sujet. Il y avait des sceptiques, comme pour toute nouvelle technologie, mais Isao Okawa faisait pas partie de ces gens-là. Isao Okawa, c'est un investisseur qui a fait fortune dans la recherche informatique,
Et c'est avec cette fortune qu'il est devenu l'actionnaire majoritaire de Sega dans les années 80. Et son plan avec la Dreamcast, c'est de faire du jeu en ligne sur console une norme. C'est pourquoi la Dreamcast, elle intégrait dans tous ses modèles un modem par défaut intégré dans la console. Tous les possesseurs de Dreamcast avaient déjà matériellement le moyen de connecter leur console sur le net. Et pour l'époque, c'est une petite révolution. Seulement, on parle d'une époque où Internet, c'était pas l'Internet qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait des contraintes de facturation, d'accès, de débit qui étaient totalement différentes. Par exemple, la Dreamcast, son modem intégré par défaut, il avait une capacité de transit de données max de 56K. Et ça, c'est dans le meilleur des cas, puisqu'il y a pas mal de Dreamcast qui ont eu des modems aussi 33K. Et donc, là, comme ça doit pas vous parler, mais 56K, ça fait 7 kilooctets secondes de données transitées. Là, je sais qu'il y a encore des gens à qui ça parle pas, donc je vais essayer de donner un exemple qui pourra parler à tout le monde. Avec 7 kilooctets secondes, tu mets 9 minutes à télécharger une musique au format MP3, donc d'une durée assez classique, on va dire à peu près 3 minutes. Aujourd'hui, ta connexion, elle va à cette vitesse, juste tu considères que t'as pas internet en fait, tu peux rien faire. Et là, il fallait permettre à des joueurs du monde entier de jouer ensemble avec ça. Ces problématiques, elles sont pas nées avec la Dreamcast, parce que le jeu en ligne existait avant elle. Il y avait déjà, par exemple, les jeux PC, tout bêtement. Même sur le marché console, il y avait eu une tentative chez Sega aussi avec le Sega Netlink, qui était un service dispo sur Saturn pour pouvoir jouer en ligne, mais c'était très marginal et puis surtout c'était pas sorti en Europe. Mais le truc c'est que là, et c'est vraiment important, c'est que Isao Okawa il veut pas faire un service qui marche mais qui soit accessible uniquement aux personnes les plus déterres. Lui ce qu'il veut c'est que le jeu en ligne soit accessible au commun des mortels de la façon la plus simple qui soit, un peu comme ce que fait aujourd'hui le Xbox Live, le Nintendo Online ou le PlayStation Network. Démocratiser c'est vraiment le maître mot de ce projet et d'ailleurs le Japon est particulièrement visé par cette mission parce que à l'époque le marché PC, il y est encore minuscule et donc du coup le jeu en ligne c'est très impopulaire, les gens sont encore focus sur le local. Isao Okawa, il est persuadé que c'est un jalon à franchir, qu'une fois que le jeu online sera accessible facilement sur console, ça va débloquer la situation, surtout vis-à-vis des Japonais, et il y croit tellement que pendant un temps, il va offrir de sa poche 1 an d'accès à Internet à tous les futurs utilisateurs de Dreamcast. Comme ça. Mais le truc, c'est que cette démocratisation, malgré toute la bonne volonté d'Okawa et malgré tout son argent aussi, c'est totalement théorique. Dans la pratique, c'est un autre délire et la Sonic Team Japan, à qui on a confié cette mission, elle va très vite s'en rendre compte. Ils vont se retrouver face à des murs techniques phénoménaux et ils vont aussi se rendre compte à leurs dépens que certaines choses échappent totalement à leur pouvoir. Par exemple, ils vont se rendre compte qu'il y a des villes japonaises dont l'architecture réseau est pas encore prête pour le jeu en ligne, tout simplement. Yuji Naka, il est surexcité par ces nouvelles opportunités, il est bouillant le type, et le truc c'est que il a quand même conscience que c'est la merde. C'est l'avantage d'avoir un boss qui a été programmeur par le passé, il est pas complètement détaché du réel, et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va monter un projet de très petite envergure avec quelques membres du staff, qui a pour but justement de délimiter clairement quelles sont les limites actuelles, et puis ça permet en passant à ces quelques membres de se faire la main sur le online. Et ce projet, c'est Chuchu Rocket. La Dreamcast, elle a eu un peu moins d'une trentaine de jeux multijoueurs online et Chuchu Rocket, c'est le premier. Le principe du jeu, il est tout bête. En fait, faut aider des souris à atteindre leur vaisseau spatial sans qu'elles se fassent bouffer par des chats. Et ces souris, elles sont pas bien malines, elles vont tout droit sans se poser de questions, donc faut baliser le passage au préalable avec des flèches qu'elles vont suivre sans poser de questions. Donc vous voyez un peu le délire, chaque niveau, c'est en fait un puzzle dans lequel le joueur, il doit se débrouiller pour amener les souris à leur but. Pour les plus vieux d'entre vous, ça vous rappellera bien évidemment le jeu Lemmings, où les petits persos fonçaient tout droit quitte à crever si on les guidait pas de la bonne façon, et la ressemblance elle est bien entendu pas anodine, on l'avait évoqué dans l'acte 2, Yuji Naka c'est un grand fan de Lemmings. Alors oui, il y a un mode solo, mais du coup il est davantage un prétexte, c'est une sorte de tutoriel pour le nerf de la guerre, le multijoueur. Dans ce mode, chaque joueur doit ramener un maximum de souris à son vaisseau, donc il y a jusqu'à 4 vaisseaux à l'écran. Alors vous me direz c'est la même chose, et c'est vrai, sauf que là il y a beaucoup plus de paramètres à prendre en compte. Il y a déjà les autres joueurs qui vont tout faire pour dévier la trajectoire des souris, mais il y a aussi des situations qui viennent renverser le jeu. Ça va de l'échange de position des fusées à une armée de chats qui débarque et qui t'éclate ton score s'ils finissent chez toi. Et quand ça arrive, par exemple, il faut soudainement réfléchir à l'envers et se servir des flèches que tu as à ta disposition pour envoyer les chats chez les autres. C'est impossible de suivre tout ce qui se passe à l'écran, et c'est ça qui tue en fait. Le principe est vraiment trop marrant,
Et bien entendu, ce mode, il est jouable online contre des joueurs du monde entier. Naka et son équipe, ils veulent arriver à proposer quelque chose de viable avec la faible matière technologique qu'ils ont à disposition. Et de fait, Chouchou Rocket, c'est un jeu au graphisme très simple, avec une vue de dessus à la Bomberman et un nombre d'actions finalement très limité. Et c'est pas pour rien. Les joueurs, ils déplacent tous leur curseur et ils peuvent placer au maximum 3 flèches en simultané au sol. Ça fait très peu de données à transiter à travers le monde et c'est donc en théorie parfait pour avoir une expérience proche du multijoueur local. Ce qui compte, c'est que les serveurs remontent les données de ces 3 flèches par joueur, 12 au total, pas plus. Moi, j'ai pas connu Chouchou Rocket en online sur Dreamcast. J'ai d'ailleurs de toute façon pas connu du tout le online à l'époque de la Dreamcast, mais j'avais quand même envie de savoir si ça marchait bien, quoi. Et donc j'ai fait quelques recherches. Je suis tombé dans un premier temps sur des interviews du Jinaka qui disait écoutez, moi j'allais de temps en temps voir la Sonic Team USA à San Francisco, on en profitait pour faire des tests et vraiment ça marchait du feu de Dieu, j'avais l'impression d'être à côté d'eux. Puis après j'ai lu des avis de vrais gens, donc en l'occurrence des journalistes à travers des tests ou même des feedbacks de joueurs qui disaient que ça marchait pas si bien que ça. Je pense que dans des situations très spécifiques, genre si tu jouais avec un mec de ton quartier, ça marchait bien. Mais globalement, ce qui ressortait, c'était qu'il y avait 1 seconde, en gros, de décalage entre le moment où tu appuyais sur le bouton avec ta manette et le moment où la flèche apparaissait à l'écran. Et vous avez vu les illustrations juste avant, Chouchou Rocket, c'est un immense bordel où tout va très vite. Et du coup, tu te retrouvais en permanence à te dire, je dois anticiper les réactions de mes adversaires, je dois anticiper les power-up, tout ça avec 1 seconde. Et en fait, ça tuait le principe du jeu et il devenait beaucoup plus fun en local. Et c'est un peu l'ironie de la chose avec Chouchou Rocket, c'est que, en fait, c'est un jeu qui marche trop bien en local. Et à l'époque où t'avais pas de chat vocal pour partager avec les autres joueurs, ça valait largement plus le coup d'y jouer entre potes sur un canapé où tout le monde gueule face à la frénésie de la situation. Mais bon, malgré ça, faut pas minorer son impact. C'est un jeu qui a permis de déminer le terrain et si on reste juste à l'échelle de la Sonic Team, ça leur a permis de rendre leur futur jeu online bien plus qualitatif. Mais bon, même à l'échelle du jeu vidéo global, Chouchou Rocket, c'est une petite révolution, quoi. J'ai beaucoup parlé du Jinaka depuis tout à l'heure et c'est un poil contre-productif parce que ce format, il est là pour parler des autres membres de la Sonic Team. Et je vais me rattraper parce que je trouve que le moment est totalement opportun pour vous présenter 2 figures emblématiques du studio, Sachiko Kawamura et Yuji Uekawa. Sachiko Kawamura, elle est character designer. Elle est arrivée dans la Sonic Team pendant les années Saturn et le premier projet sur lequel elle est créditée, c'est Sonic Jam qui est sorti en 1997. C'était une joueuse chevronnée et donc pour elle, c'était un rêve de bosser dans l'industrie. Elle y est arrivée assez facilement, mine de rien, mais elle a dû pas mal jouer des coudes pour se faire une place au sein de l'équipe. Et finalement, elle parvient à décrocher la responsabilité de designer les Chao de Sonic Adventure, donc c'est pas rien. Et elle a magistralement réussi sa tâche puisqu'ils sont devenus iconiques dès leur première apparition. Suite à ça, c'est devenu une référence pour dessiner des petits personnages tout mignons. Et ça explique pourquoi elle a été choisie pour designer les souris et les chats de Chouchou Rocket. Yuji Uekawa, de son côté, il a un peu plus d'expérience. Sa spécialité, c'est le character design aussi, et son premier au fait, c'est d'avoir designé le personnage de Ristar, que j'avais rapidement évoqué dans l'acte 1, et il est surtout en grande partie responsable de la refonte des personnages à partir de Sonic Adventure. Dans cet extrait que je vous avais rapidement montré dans un coin de l'image dans l'acte 2, on le voit avec Oshima, et je trouve ça assez symbolique puisqu'après le départ de ce dernier, Uekawa c'est devenu en quelque sorte le character designer attitré de Sonic. Aujourd'hui, il est garant du design des personnages, ils ont tous fini par avoir le style Uekawa. Les illustrations qui sortent tous les mois sur le site officiel, c'est lui aussi. Bref, avec Kazuyuki Hoshino, qui a, rappelons-le, designé Metal Sonic, Amy et Shadow, ils sont tous les deux les successeurs de Naoto Oshima au sein de la Sonic Team. Yuji Uekawa, il est aussi directeur artistique sur Chouchou Rocket. Il a chapeauté le boulot de Sachiko Kawamura pour ce qui était des souris et des chats. Et d'ailleurs, elle le considère comme un mentor sur la question du character design. Il lui avait déjà filé des coups de main sur Sonic Adventure. Bref, vous avez pigé, Uekawa, il est en train de gravir les échelons à une vitesse de fou. Et c'est en toute logique qu'il va du coup aussi être directeur artistique sur le prochain jeu du studio, qui soulève lui aussi des enjeux technologiques, mais un peu différents. 1, 2, 3, 4.
Samba de Amigo, il sort en décembre 1999 en arcade, donc un mois après Chuchu Rocket, puis il sort ensuite sur Dreamcast partout dans le monde au début des années 2000. C'est une période dorée pour les jeux de rythme, il y a Konami qui rencontre un succès fou en arcade avec des jeux comme Dance Dance Revolution, Beatmania ou Pop & Music, au point que ces jeux ils sont portés sur console avec des accessoires pour pouvoir vivre l'expérience arcade à la maison. À cette époque, il y a aussi eu des jeux de rythme pensés exclusivement pour le marché console, je pense entre autres à Parappa the Rapper qui est sorti sur PlayStation, mais c'est plus basique en termes de commandes puisque ça se joue uniquement à la manette. Et ces gars, eux, ils veulent être sur tous les fronts, arcade, console, manette, pas manette, et pour preuve, le mois où sort Samba de Amigo en arcade, va sortir Space Channel 5 sur Dreamcast. Le principe de Space Channel 5, il est très proche de Parappa puisqu'on doit reproduire des séquences de touches dans des battles contre des adversaires. Let's dance. Up, down, shoot, shoot, shoot. Up, down, shoot, shoot, shoot. Left, right, shoot, shoot. Left, right, shoot, shoot. Je m'attarderai pas plus sur Space Channel 5 parce que c'est pas un jeu développé par la Sonic Team, mais je pense qu'il est important de souligner que malgré tout, il est imprégné par l'âme du studio. Et pour cause, le sound director de Space Channel 5 et de sa suite, c'est Naofumi Ataya, dont j'ai largement vanté le talent dans les actes précédents. Et leur réalisateur, c'est un autre membre qui a marqué l'histoire du studio, puisqu'il s'agit de Takashi Yuda, qu'on a évoqué très rapidement dans l'acte 1, rappelez-vous. Pour aller encore plus loin, Knuckles, qui apparaît à partir de cet épisode, à partir de Sonic 3 et qui a été dessiné par Takashi Yuda, et donc Samba de Amigo, s'il sort en arcade, ce qui est d'ailleurs une première pour la Sonic Team, c'est pas pour rien, c'est parce que comme pour un Dance Dance Revolution par exemple, les joueurs ils doivent utiliser leur corps. Enfin là, en l'occurrence, ils doivent utiliser uniquement leurs bras qui sont équipés de maracas. Et c'était aussi le cas sur Dreamcast où tu pouvais acheter le jeu seul et y jouer à la manette ou l'acheter en bundle avec une paire de maracas qui se connectait à un capteur que tu posais sur un tapis. Et là, j'espère vraiment que je vais vous trouver des images d'illustration parce que je pense que vous n'avez rien pigé. Cette idée, elle sort pas de nulle part. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant et après le développement de Nights into Dreams, qu'on a évoqué dans l'acte 2, la question du motion design, elle a été soulevée plusieurs fois. Par exemple, le 3D pad de la Saturn, qui était recommandé pour jouer à Nights, il a été entrepris pendant un temps qu'il puisse avoir un câble détachable et qu'ensuite, tu contrôles le perso en bougeant la manette comme ça. Au final, c'est tombé à l'eau pour 1000 raisons, mais l'idée, elle a continué à gratter la tête de Yuji Naka qui s'est dit, bon écoutez, on va faire un portage de Nights sur Dreamcast qui inclura le motion gaming, et ce prototype il est connu sous le nom de Air Nights. Le projet il va finalement être annulé, mais tout ce qu'ils ont entrepris comme recherche pour Air Nights a été réutilisé pour Samba de Amigo. Ce qui est marrant, c'est que tu as un peu la Wii avant l'heure avec ce système, et ce qui est encore plus marrant, c'est qu'il y a un prototype de manette de l'époque Nights qui était une télécommande, exactement comme la Wiimote. Alors vous vous en doutez, avec l'install que je vous ai décrite juste avant, c'est quand même nettement moins confort que de jouer à la Wii, mais tu retrouves ce concept de capteur, en fait, bon là du coup que tu posais au sol, et il captait la hauteur à laquelle tu mettais tes maracas avec un système d'ultrason, là où la sensor bar de la Wii elle utilise de l'infrarouge. D'ailleurs le jeu il est ressorti quelques années plus tard sur Wii, moi c'est cette version que j'ai connue. Tu pouvais acheter des maracas comme ça et y glisser ta Wiimote à l'intérieur, mais cette version elle est un peu décriée par les puristes parce qu'apparemment tu retrouves pas les sensations originales. Je pense que c'est dû au fait que du coup c'est pas la même techno, donc c'est moins réactif. Moi j'étais chaud pour tester la version Dreamcast, même là pour l'acte 3 je me suis dit vas-y c'est l'occasion, mais j'ai regardé le tarot des bundles européens qui sont compatibles avec ma Dreamcast et ça joue aux alentours de 350 balles. Et j'ai fait les comptes, les 2 derniers actes de la Sonic Team, ils ont rapporté environ 10 balles à Merugezu. Du coup, je suis un peu hors budget. Les 2 jeux que j'ai évoqués jusqu'à maintenant, je trouve qu'ils montrent bien à quel point la Sonic Team, à l'époque, ils avaient une soif d'innovation qui était sans limite. Réinventer leur jeu, ça les intéresse pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est réinventer le jeu vidéo au global. Et ça apporte énormément à Sega, mais aussi au reste de l'industrie. Et c'est pour ça que cette partie, elle est vachement intéressante, je trouve. C'est que, alors qu'ils étaient cantonnés à faire des platformer action, ils se mettent à toucher à tous les genres, à créer licence sur licence. Et quand tu vois ça avec un peu de recul, tu te dis mais ils avaient aucune limite, ils étaient capables de tout. J'ai pas grand chose à dire sur les mécaniques de jeu de Samba de Amigo parce qu'au-delà de la petite prouesse de proposer du motion gaming façon Wii dans ton salon au tout début des années 2000, c'est un jeu de rythme assez classique. Tu dois jouer les notes au bon moment en mettant les maracas à la bonne hauteur. T'as un score à la fin de la partie avec une note. Là-dessus, le jeu, il révolutionne rien du tout. Mais bon, son gros atout, c'est son ambiance et ça passe entre autres par sa bande-son qui est totalement dans le thème. T'as une grande majorité de morceaux très latins ou très années 2000 ou les deux à la fois, genre Samba de Janeiro de Bellini ou Livin la Vida Loca de Ricky Martin. Il n'y a pas de vrais morceaux originaux. Par contre, il y en a dans Samba de Amigo version 2000, qui est une version augmentée sortie uniquement au Japon 8 mois après le jeu initial, et qui incluait en plus de nouvelles musiques, du coup, aussi de nouveaux modes et de nouveaux systèmes de jeu. Et c'est donc dans cette version qu'on retrouve Vamos a Carnaval, que vous avez entendu il y a quelques minutes,
qui a été composé par Naofumi Ataya et écrit par Tomoko Sasaki, qui avaient tous les deux bossé ensemble sur Nights et Burning Rangers. Le réalisateur de Samba de Amigo, c'est quelqu'un d'important dans l'histoire de la Sonic Team qui s'appelle Shun Nakamura. Et si on l'a pas évoqué jusque-là, c'est normal, c'est parce qu'il est arrivé en 1997. Et son arrivée, d'ailleurs, parlons-en, je rigole déjà. Donc Shun Nakamura, il est allé postuler chez Sega un peu sur un coup de tête. Mais il avait quand même une idée assez précise de ce qu'il voulait faire, il voulait bosser dans le département vente. Et en fait, au moment où il a rempli son formulaire de recrutement, donc il coche vente, normal, il regarde un peu les autres postes, et là il voit planeur, et il s'est dit ça a l'air cool. Il a rayé vente et il a coché planeur. Voilà. C'est toujours un peu difficile de définir ce qu'est un planeur dans le développement japonais, parce que c'est un rôle un peu fourre-tout, mais en gros, tu gères des développements de jeux, t'es dans le créatif, quoi. Et comme si c'était pas assez ouf, c'est qu'en plus de n'avoir aucune formation, le mec, c'est même pas un gros joueur, il le dit lui-même. Enfin, c'est pas Sachiko Kawamura qui est parti postuler chez Sega parce qu'elle kiffait le jeu vidéo. Lui, à son entretien d'embauche, on lui a demandé écoute, Shun, tu joues à quoi comme jeu vidéo ? Et il a répondu Dragon Quest, donc un jeu qui est joué par quasiment tout le Japon, et Derby Stallion, qui est un jeu lui aussi assez populaire, qui est un jeu de course équestre. Et il dit lui-même qu'avec une réponse aussi éclatée, il s'est dit que ça allait pas passer, et c'est passé. Et donc Shun Nakamura, qui a zéro expérience dans le développement de jeux vidéo, il se retrouve à bosser sur Sonic Air, donc qui est développé par Traveler's Tales en tant que soutien game designer. Et ensuite, il se retrouve à bosser sur Sonic Adventure en tant que level designer. Et il fait quelques petits puzzles ici et là sur Chuchu Rocket avant de devenir le réalisateur de Samba de Amigo. Et ce qui est à la base une faiblesse, le fait qu'il soit un joueur peu expérimenté, ça va devenir une force parce qu'il va avoir à cœur de proposer une expérience qui soit parfaite pour tout type de joueur. Et ça va tellement loin que, par exemple, il explique avoir passé un temps fou à sous-peser les maracas pour vérifier que le poids et la tenue en main étaient parfaites pour les vieilles personnes comme pour les enfants. En fait, il veut que son jeu il soit convivial, tout simplement. Il prend en quelque sorte à revers la formule DDR dans le sens où si t'es pas bon à DDR, t'as vite l'air d'un con. Alors que là, dans Samba de Amigo, le but c'est de pas avoir peur du ridicule, justement. Tu peux parfaitement prendre le jeu au sérieux, il y a des modes de difficulté qui sont quand même assez retors, t'as un système de score, de notes, etc. Mais c'est vraiment pas un impératif. Cette volonté de détendre l'atmosphère, de proposer, encore une fois, quelque chose de très convivial, ça passe grandement par la direction artistique du jeu qui est très colorée, très exacerbée. Alors on retrouve encore Yuji Uekawa à la direction artistique, mais il est pas seul. Il est accompagné de Satoshi Okano qui est character designer. C'est entre autres lui qui a eu l'idée de ce singe sous acide avec un sombrero. Et Satoshi Okano, je suis trop content de parler de lui. Vous allez voir, son histoire, elle est folle. Sa carrière, elle commence au début des années 90 dans une entreprise appelée Kazé, qui a réalisé durant son existence beaucoup de jeux de flipper. Son plus gros ouvrage là-bas, c'est un jeu appelé Uchu Race Astro Gogo. C'est un clone de F-Zero en fait, qui était d'ailleurs aussi sorti sur SNES, sur lequel il s'est occupé de toute la direction artistique. En septembre 95, il postule chez HAL Laboratory, donc vous connaissez sûrement ce studio, puisqu'ils sont derrière Kirby et Smash Bros pour ne citer que. Et ce studio a eu feu Satoru Iwata pour boss à partir de 93, avant qu'il devienne président de Nintendo quelques années plus tard. Et justement, pour continuer dans les figures connues, Okano, il raconte que pour son entretien d'embauche chez HAL Laboratory, il s'est retrouvé en face de Iwata, Shigeru Miyamoto et Shigesato Itoi, qu'on connaît pour Mother. Suite à cet entretien, Okano, il est embauché et il va bosser là-bas pendant 1 an au balbutiement du projet Pokémon Snap. Mais le délire, c'est qu'il n'arrive pas à trouver sa place dans l'équipe au point qu'à un moment, Satoru Iwata, il va lui dire mec, ce serait mieux que soit tu sois muté, soit que tu partes. Et c'est dans la foulée de cet ultimatum qu'il tombe sur cette annonce de recrutement de Sega qui a été publiée dans le magazine Famitsu. Et en octobre 96, 1 mois après avoir quitté HAL, il rejoint Sega en tant qu'illustrateur. Lui, il est grave chaud, son rêve c'est de concevoir un nouveau pote de Sonic dans l'univers du jeu. En 97, il y a Sonic Jam qui est en projet, et d'ailleurs à l'époque il s'appelle même pas Sonic Jam paraît-il, c'est Satoshi Okano qui, selon lui, aurait trouvé ce nom qui a été retenu. Kazuyuki Yoshino, qui s'affirme à l'époque en tant qu'illustrateur senior et qu'on a pas mal cité dans les 2 autres actes, il propose à Okano de bosser sur Sonic Jam en tant qu'illustrateur, mais aussi de créer des artworks promotionnels pour Sonic au global qui seront utilisés ici et là. Et Okano, il va pondre ça. Ce dessin, il est fou. Il présente un Sonic qui est moins rondouillard et plus désinvolte que la représentation qu'on avait de lui à l'époque. Et justement, c'est à un moment où la Sonic Team, elle est entre 2 eaux avec Sonic, elle se cherche un peu. Et Yuji Naka, il voit l'illustration, et là, il se rend compte qu'il faut complètement péter l'image du personnage et la moderniser de toute urgence. Il lance un concours en interne, et dans ce concours, il y avait Naoto Oshima, le créateur du design original de Sonic, Takumi Miyake, une pointure qui a bossé sur Nights, je vous avais mis des illustrations de lui dans l'acte 2,
notre cher Satoshi Okano, et enfin Yuji Uekawa. Et vous vous en doutez sûrement, c'est Yuji Uekawa qui a gagné ce concours avec cette illustration. Okano, il est deg d'avoir perdu, il explique qu'à l'époque il était sur d'autres trucs en parallèle et qu'il n'a pas pu bien se concentrer sur le concours. Mais on va pas le laisser sur le bas-côté pour autant. D'abord, il dit avoir continué de travailler avec Uekawa pour parfaire le design de Sonic, jusqu'à arriver à celui qu'on connaît de l'ère Adventure. Et c'est vrai qu'entre le design d'Uekawa au concours et le dessin final, on décèle cette énergie qu'on retrouve dans les dessins d'Okano. C'est une collaboration forte qu'il y a entre les deux. Vous connaissez tous ce dessin de Yuji Uekawa de Sonic qui Mix par exemple. Et à la base, c'était un dessin de Okano qui s'était lui-même inspiré d'un dessin qu'il avait trouvé dans les archives de Sega. Malgré tout, et Okano le dit avec un petit peu d'amertume, mais tout en restant respectueux, c'est Uekawa qui récupère le mérite de cette collaboration, tant en interne qu'à l'international. Alors attention, loin de moi l'idée de vouloir remettre en question le talent d'Uekawa. Moi je le kiffe, c'est un monstre, son travail il tue. Typiquement là dans le concours avec les 4 propositions, pour moi sa proposition était la meilleure. Mais je me suis toujours demandé pourquoi le Sonic d'Adventure 1 il avait une sorte de touche de folie en plus qu'on retrouvait pas par la suite, alors que c'était le même artiste derrière les artworks. Et en faisant des recherches sur Okano, j'ai compris pourquoi. Cette touche de folie, en fait, c'était lui. Et bref, après tout ça, Satoshi Okano, il quitte Sega par la petite porte en 2006. Et ouais, depuis quelques années, du coup, il s'est trouvé une audience sur Twitter. Les gens sont passionnés par ces récits, parce que c'est vrai que c'est ouf. En fait, à force de ces témoignages, on se rend compte de l'influence de fou qu'il a eu sur la Sonic Team, sur la licence Sonic. Enfin, tu vois, exemple au pif, par exemple, le logo Eggman, qui est utilisé un peu partout depuis 20 ans, c'est lui qui l'a dessiné aussi. Et puis le truc qui est un peu triste, c'est que son rêve initial de créer un perso pour Sonic, il a pas pu l'exaucer. Il y a des traces d'une tentative, parce qu'il avait dessiné une araignée pour Sonic Adventure, et en fait tu retrouves le modèle 3D du personnage placardé sur des panneaux publicitaires dans le jeu. Bref, on le kiffe Okano. Si j'étais un vrai youtubeur, j'aurais fait une vidéo le vrai papa de Modern Sonic avec une miniature de zinzin. Je pense que ça aurait cartonné, mine de rien, bien plus que ces vidéos. Mais non, je préfère faire des formats de 4 vidéos de 45 minutes étalées sur 3 ans. J'ai une dernière anecdote qui est liée à Satoshi Okano et qui est aussi liée à tout le leitmotiv autour de cet acte 3. J'ai fait pas mal de parallèles entre Samba de Amigo et la Wii. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en faisant mes recherches sur Okano, je suis tombé sur ce tweet où il explique qu'il est resté en contact avec Satoru Iwata après être parti de chez HAL Laboratory. Et Iwata, au détour d'une carte de vœux, lui a dit que lui et Shigeru Miyamoto avaient à mort apprécié Samba de Amigo. J'ai du coup un peu creusé le truc et en effet, Shigeru Miyamoto a dit plusieurs fois en interview qu'il avait été impressionné par Samba de Amigo. Et c'est fou parce que de tous les jeux de rythme qui sont sortis à l'époque et qui avaient un peu des façons de jouer exotiques, on va dire, Shigeru Miyamoto, il a retenu celui-ci. Alors je pense que du coup c'est lié au côté motion gaming parce que la technologie était quand même assez exceptionnelle et puis aussi au fait que Nakamura avait fait un grand travail pour que le jeu soit familial. Et là, j'entre totalement dans la spéculation, je suis plus du tout dans le factuel, je vous préviens avant, mais avec cette info, on peut supposer que la Sonic Team, elle a influencé Shigeru Miyamoto et Satoru Iwata dans la conception de la Wii, et si c'est le cas, c'est fou. Je referme cette longue parenthèse et on va continuer de suivre les aventures de la Sonic Team Japan, et du coup, on est toujours sur cette dynamique où ils essayent de créer des choses nouvelles. On vient d'évoquer un party game et un jeu musical, et vous allez voir qu'on n'est pas au bout de nos surprises. On arrive au gros morceau de cet acte, un jeu qui a marqué une génération qui est un poil plus vieille que moi. Le projet Fantasy Star Online, il commence très tôt. Il commence sur Saturn en fait. À la tête de ce projet, on retrouve Takao Miyoshi. Takao Miyoshi, c'est un habitué, on l'a longuement évoqué dans les 2 actes précédents. Et ce bon Miyoshi, comme j'aime l'appeler, quand il a commencé à bosser sur Burning Rangers, en fait, il avait l'idée d'un jeu jouable à 4 en coopération, où du coup, tu avais les pompiers de l'espace qui s'entraidaient à sauver des innocents des flammes. Ça n'a pas été faisable pour des raisons principalement techniques. Miyoshi, il explique à très juste titre que Burning Rangers, c'est un jeu avec un level design qui est très complexe, avec des persos qui sont aussi vachement dynamiques, qui peuvent courir, sauter, planer, nager, et donc en multijoueur, ça aurait été la jungle. Et puis au-delà de ça, les limites techniques du online n'auraient pas permis à 4 joueurs de faire tout ça. Donc le projet online va être refondu en quelque sorte, et c'est là que va germer l'idée d'utiliser le genre RPG
c'est une évolution qui est assez logique, je trouve, parce que comme on l'avait dit dans l'acte précédent, c'est un genre qui a beaucoup influencé le développement de Sonic Adventure. Quand le projet devient plus concret, il est baptisé Third World, donc troisième monde en français. Me demandez pas où est passé le deuxième, j'en ai aucune idée. Et donc la feuille de route de base, c'est de faire un jeu Dreamcast qui soit un RPG, qui soit jouable en multijoueur en coopération à 4 et qui soit online. Point. La Sonic Team, elle a cette base, et elle a surtout le savoir-faire qu'ont acquis plusieurs programmeurs en bossant avant sur Chuchu Rocket, et parmi eux, il y en a un qui est très important, c'est Akio Setsumasa. Akio Setsumasa, c'est un bon pote de Miyoshi, puisqu'il l'avait épaulé auparavant sur le développement de Christmas Nights et de Burning Rangers. Après ça, bien sûr, il a bossé sur Chuchu Rocket, et depuis, c'est devenu la référence de la Sonic Team lorsqu'il est question de online. Pour Third World, ils cherchent des inspirations, mais le truc, c'est que c'est des explorateurs, les mecs, ils sont en train de naviguer à l'aveugle. La carte, c'est à eux de la dessiner, parce que sur la question du online console, tout est à faire. Donc du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se tourner du côté du online PC, et là, il y a un jeu qui va retenir leur attention, et ce jeu, c'est Diablo. Le jeu de Blizzard, il attire leur curiosité parce qu'il propose un compromis extrêmement intéressant pour cette équipe qui est tétanisée par les barrières technologiques qui se dressent devant eux. En fait, Diablo propose une expérience qui est à la fois très riche et très rejouable, tout en étant balisée par des choix de design qui sont extrêmement simples. Par exemple, il n'y a qu'une seule et unique ville qui sert de hub, et dans laquelle il y a une unique entrée vers un donjon qui est composé de 4 strates, et qui représente le nerf de la guerre parce que tous les combats se font là-bas. T'as 3 classes qui sont bien distinctes et les joueurs ils sont poussés à revenir sur le jeu grâce à un système de randomisation. Et d'ailleurs je trouve ce dernier point important parce que la rejouabilité, j'en ai pas mal parlé dans les précédents actes, et parce que justement Burning Rangers il exploitait aussi ce concept de randomisation pour inciter le joueur à reparcourir les niveaux. Et rappelons-le, c'est aussi un jeu qui a été dirigé par Takao Miyoshi. Toutes ces fondations à la fois solides et simples de game design dans Diablo, elles seront réutilisées dans Phantasy Star Online. Pioneer 2, c'est une station spatiale gigantesque, mais on n'a accès qu'à un seul petit quartier où on retrouve boutique, infirmerie, bureau de quête, bref c'est un hub quoi. Il y a un téléporteur aussi dans ce quartier qui permet l'accès à 4 donjons distincts, où comme pour les strates du donjon de Diablo, tu dois en finir un pour accéder au suivant. Et les classes sont aussi là, bien entendu, mais on y reviendra juste après. Miyoshi Setsumasa et quelques autres membres du développement, ils se plongent à corps perdu dans Diablo, ils deviennent fous de ce jeu. Setsumasa en particulier passe des nuits entières tout seul au bureau. Vous n'êtes pas sans savoir que à cette époque, c'était très commun de vivre au bureau. Et là, c'était ça en fait, les mecs ils rentraient chez eux pour se doucher vite fait, bouffer un petit truc et dormir un petit peu, puis retourner au bureau pour jouer à Diablo au nom de la recherche, comme le dit si bien Takao Miyoshi. Mais si eux ils sont super emballés par le jeu de Blizzard, il y a pas mal de gens au sein de la Sonic Team qui sont vraiment pas aussi enthousiastes. En fait, globalement, c'est l'esthétique du titre qui les rebute, déjà parce que c'est pas très beau quoi, Diablo c'est de la 2D vue de 3/4, enfin c'est pas ouf, et en plus de ça la direction artistique elle est selon eux pas assez japonaise. Et c'est comme ça que la direction du projet elle s'est affinée, c'est que maintenant ils savent qu'ils veulent faire un Diablo plus moderne, pensé pour les consoles et pour les japonais. Cette modernisation de la formule Diablo elle va passer par plusieurs étapes. La première, c'est de rebosser le gameplay. Diablo, c'est un jeu qui se joue initialement à la souris, et même si son portage PlayStation était réussi, l'expérience à la manette, elle pouvait parfois s'avérer frustrante sur plusieurs points. Et puis Diablo, c'est assez raide, mine de rien. Le gameplay, c'est un point central dans le jeu vidéo console et encore plus dans le jeu vidéo japonais. Et du coup, pour combler cette lacune, l'équipe de Takao Miyoshi, elle part sur une formule action RPG, avec 3 grandes classes qui sont des poncifs du genre. Les Hunters, c'est des experts du corps à corps, ils peuvent se battre avec des épées, des dagues, des lances, des claymores et j'en passe. Les Rangers, eux, ils gèrent au combat à distance avec des pistolets, des mitrailleuses, des snipers ou des armes à feu lourdes. Et enfin, t'as les Forces, qui avec leur armada de bâtons sacrés sont des experts de la magie et ils ont par conséquent des sorts qui sont plus puissants que les autres. La première chose mise en place pour dynamiser le gameplay, c'est que les classes qu'on vient d'évoquer, elles sont pas coincées dans leur spécialité. Un Hunter, il peut par exemple s'équiper d'un petit pistolet et commencer les ennemis à distance avant de les avoiner au corps à corps. Alors bien sûr, il sera moins précis qu'un Ranger, mais il peut le faire. Et le deuxième truc, c'est que qu'importe l'arme que tu tiens en main, t'as un système d'attaque basé sur un combo en 3 temps qu'il est nécessaire de timer correctement. Déjà, ça rend les affrontements un peu plus fluides, d'autant que chaque arme a son moveset. Et en plus de ça, tu peux pas mâcher les touches inlassablement comme c'est le cas dans beaucoup de hack and slash. L'autre axe d'amélioration, c'est le point de vue du joueur. Les premiers prototypes du jeu, ils exploitent une caméra de 3/4, comme celle qu'on retrouve dans Diablo, encore une fois. Mais très vite, la Sonic Team, ils sont pas satisfaits par le rendu, qui nuit à l'emphase qu'ils souhaitent mettre sur des boss gigantesques où le joueur se sentirait tout petit. Et pour ça, la seule solution, c'est une caméra libre au plus proche du personnage. Ça peut paraître trivial, mais c'est loin d'être une norme à l'époque, surtout lorsqu'il est question de jeux qui gravitent autour du RPG. Et dans PSO, ça ajoute un jeu de spatialisation et d'immersion intéressant parce que, faute de deuxième stick, tu peux uniquement recadrer la caméra derrière toi en appuyant sur L, pensez aux Zelda de la Nintendo 64, et du coup tu vois rarement ce qui arrive dans ton dos, faut donc guetter son radar en permanence ou compter sur ses alliés sous peine de se faire encercler,
et quand ça arrive, tu le sens passer. Tout ça fait que t'es jamais trop serein, surtout quand ton perso est sous le niveau attendu, et ça rend les affrontements beaucoup plus intenses. Et puis bien sûr, l'effet voulu avec les boss est clairement atteint, quand t'es face à eux, t'as une grosse sensation d'impuissance. Et encore une fois, j'ai conscience que ça peut paraître con de détailler une mécanique aussi commune, parce que les action RPG avec caméra derrière le perso, c'est la norme aujourd'hui, ça l'a d'ailleurs été dès la PlayStation 2, mais quand il sort, PSO c'est encore un des très rares jeux du genre à sauter franchement le pas. Et enfin, le dernier point important, c'est la direction artistique. On l'a dit plus tôt, l'univers de Diablo semble ne pas faire l'unanimité auprès des Japonais, et c'est un point beaucoup trop important pour qu'il soit négligé. Et c'est là que Yuji Naka, il arrive avec l'idée de se servir de Phantasy Star, qui est une licence de RPG de Sega qui a eu un épisode sur Master System et 3 sur Mega Drive. C'est une licence que Naka il connaît bien puisqu'il avait travaillé sur les 2 premiers épisodes, et c'est surtout un univers qui a fait ses preuves, avec 4 titres qui ont rencontré un joli succès au Japon, mais aussi dans le reste du monde, et pour un projet avec une vision si globale, c'est un atout important. Le directeur artistique qui est chargé de reprendre cette base, c'est Satoshi Sakai. Sakai, il vient de bosser sur Sonic Adventure, mais surtout, avant ça, il a bossé sur Panzer Dragoon Saga. C'est entre autres lui qui a conçu les dragons du jeu, et qui a eu cette idée géniale de dragon qui évolue et qui change d'apparence selon ses stats. Et donc là, Sakai, il va pas mal se gratter la tête à savoir quoi faire de tout cet héritage, et il va finalement décider de tout moderniser. Il y a de nombreux éléments connus des fans qui sont conservés, par exemple les races, les sorts, les fameux Meseta aussi qui sont la monnaie du jeu, mais le côté très fantasy sci-fi de la quadrilogie originale va s'effacer en faveur d'une ambiance qui est plus cyberpunk. C'est un courant qui est lui aussi très populaire à la fin des années 90 au Japon et qui s'exporte très bien dans le reste du monde, et encore une fois, ça, c'est très important. Quand tu mets tous ces efforts mis bout à bout, je trouve que ça met bien en exergue cette volonté de pas vouloir faire de concessions. Si Chuchu Rocket c'était qu'un test pour le online, là, la Sonic Team Japan, elle a à cœur de faire les choses en grand. Produire le premier grand jeu online sur console leur suffit pas, ils veulent aussi qu'il soit le plus grand RPG de son époque. Un action RPG dynamique, en full 3D, qui a la rejouabilité d'un Diablo, qui est jouable seul ou en multijoueur, avec le but de séduire les joueurs du monde entier, et ça tombe bien puisqu'ils pourront même jouer ensemble. Cette propension à conscientiser énormément l'international, c'est vraiment un de leurs plus gros atouts chez la Sonic Team, parce qu'à une époque où la majorité des studios japonais, même au sein de chez Sega, ils en avaient strictement rien à secouer, eux, c'était vraiment leur priorité. Et encore une fois, c'est quelque chose qui doit résonner, je pense, si vous avez maté les 2 actes précédents, parce que ce soit au niveau de la licence la plus importante, donc Sonic, jusqu'à la moins populaire, donc Burning Rangers, ils ont toujours cherché à trouver une sorte d'équilibre parfait pour séduire à la fois les Occidentaux et les Japonais. Et encore une fois, sur Phantasy Star Online, c'est au cœur du développement. Donc là, l'équipe a tout, Elle a un univers, un genre, une direction artistique, et du coup, le online qui est au centre de toute cette dynamique. Et si avec Chuchu Rocket, le but c'était d'inciter les joueurs à essayer le mode online, là, c'est presque une condition sine qua non, C'est dans le nom du jeu, il s'appelle Phantasy Star Online. Donc là, faut pas qu'il y ait d'histoire d'expérience offline qui soit plus plaisante que la online. Il y a un mode offline qui est présent, bien sûr, pour éviter de trop risquer le projet, mais c'est pas le but. Et là, la pression, elle va monter d'un cran. Je sais pas si vous vous rappelez plus tôt quand je vous ai dit que Naka, il attendait de ses équipes qu'elles soient aussi obstinées qu'il l'était lui à l'époque où il était programmeur. Là, on est en plein dedans. Il va mettre des coups de pression de fou furieux à Takao Miyoshi. Les programmeurs dont fait partie Akio Setsumasa, ils transpirent. Et malgré leur bonne volonté et l'insistance de Naka, ils vont aller de désillusion en désillusion. Plutôt, je parlais de pas faire de concessions, mais ça, c'était au début, parce que là, c'est foutu. Quand le jeu s'appelait encore Third World, il était question d'un univers Heroic Fantasy dans lequel il y avait 4 aventuriers qui avaient une île qui servait de base principale. Et en fait, les joueurs devaient voguer d'île en île pour trouver des butins, les ramener chez eux et améliorer leur base. Ça a sauté parce que trop compliqué à mettre en place. Pendant un temps aussi, les joueurs, ils devaient avoir un petit dragon tout mignon en guise de familier, donc ils auraient pu nourrir et faire évoluer pour qu'ensuite ils se battent à leur côté. L'idée, elle venait bien évidemment de l'idée qu'avait eu Sakai sur Panzer Dragoon Saga. Mais le truc, c'est que ça a sauté pour une raison toute conne, c'est qu'en fait, ça doublait le nombre de coordonnées de personnages qu'il y avait à gérer au niveau du réseau. L'idée, elle a néanmoins pas totalement été jetée puisqu'elle a été recyclée avec les mags. Les mags, c'est des petits compagnons qui te suivent au niveau de tes épaules. Ils se déplacent pas librement pour contourner encore une fois la contrainte technique et ils évoluent selon ce que tu leur donnes comme item à bouffer. Yuji Naka, il aime à dire que c'est une continuité de la dynamique A-Life qu'on a longuement évoquée dans l'acte 2. Et puis enfin, il y a les déplacements qui se sont vus énormément restreints. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a quelques choix de gameplay qui ont été faits pour fluidifier l'action, mais pour un jeu de la Sonic Team qui a toujours eu à cœur de proposer des expériences très dynamiques, là c'est bien plus mou que d'habitude quoi. Les persos ils courent en petite foulée mais ils parcourent pas une grande distance en même temps, c'est assez déroutant, voire chiant quand tu te retrouves à rebrousser chemin parce que tu t'es trompé de route. Il est pas possible de sauter non plus, donc le level design est en conséquence très très plat. En voyant tout ça, tu comprends vite pourquoi à Burning Rangers Online c'était pas faisable. Bref, tout est régi par les données qui doivent transiter. Et ce qui est assez fou, c'est que malgré cette contrainte de taille et tous ces sacrifices,
bah ça marche, techniquement et ludiquement parlant. Moi, j'ai joué à Fantasy Star Online en online assez tard pour le coup, sur PC aux alentours de 2007 sur un serveur privé. C'est d'ailleurs la version là que j'ai utilisée pour faire mes captures sur le même serveur privé qu'à l'époque qui s'appelle Serve. C'est super dur à prononcer donc je vais vous l'écrire. J'y ai passé un super bon moment, j'y ai croisé des joueurs du coup qui étaient dévoués au jeu, qui avaient des niveaux bien plus hauts mais qui m'ont aidé à level up plus vite et c'est trop cool parce que ça m'a permis de vous montrer plus de trucs. J'ai aussi joué avec des membres du Discord Merugezu et on a tellement kiffé que c'est devenu une sorte de petit rituel. Maintenant on se retrouve de façon hebdomadaire pour faire quelques missions et avant ça j'avais connu le multijoueur sur PSO en 2003 à peu près sur la version GameCube parce que cette version, et je crois que c'est la seule, elle avait un mode split screen qui était jouable jusqu'à 4 joueurs. On était plusieurs potes à la voir, on se réunissait le mercredi après-midi en ramenant nos cartes mémoire pour mettre tous les persos sur une seule partie. On montait ensemble et puis après, du coup, on rentrait chez nous, on montait nos persos chacun de notre côté, puis on se réunissait le mercredi d'après en se montrant les armes qu'on avait trouvées, etc. C'était une tuerie, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs devant une console. Mais comme pour Chuchu Rocket, dans le cadre de cette vidéo, j'étais un peu frustré de ne pas avoir vécu la chose à l'époque parce que moi, comme je vous l'ai dit, c'est des jeux que j'ai découverts un petit peu plus tard et dans d'autres circonstances. Et donc, je suis pas capable de vous retransmettre l'enthousiasme de quelqu'un qui a vécu cette révolution. Mais j'ai réussi à trouver quelqu'un qui a eu la chance de connecter sa Dreamcast à Internet au début des années 2000. Et ce quelqu'un, c'est Fluo du podcast Inventaire. Et c'est aussi un des gars avec qui je joue à PSO le dimanche. Et donc Fluo a été chaud pour vous délivrer son témoignage et on l'écoute maintenant. La première fois que je me connecte au serveur de Fantasy Star Online, je comprends instantanément que je m'apprête à vivre un des moments marquants de ma vie de joueur. Dans le lobby, il y avait tous ces personnages de classes, d'apparences différentes, et pour moi qui avait un background de joueur principalement d'RPG japonais à cette époque-là, comprendre que j'allais pas vivre la frustration du PNJ cool non recrutable, c'était quelque chose de merveilleux, parce que comme tout le monde l'était, recrutable, ça donnait un vrai sentiment de profondeur et d'aventure. La deuxième chose qui m'a beaucoup marqué, c'est toutes les options de communication qui étaient intégrées dans le jeu. En dépit d'un confort indéniable, la manette Dreamcast permettait pas d'écrire très rapidement un message intégralement, et du coup il y avait l'option de préenregistrer un message pour le sortir plus rapidement. Il y avait aussi celle de générer une phrase via le générateur dans le menu du chat qui se traduisait pour les autres joueurs automatiquement. Et enfin, pour ceux qui avaient moins le temps, il y avait tout un système de symbole chat. Et puis du coup, en utilisant tout ce que j'avais appris sur la communication, j'ai été enrôlé pour ma première partie avec 3 autres joueurs non francophones. Et il y avait un côté tellement excitant de savoir qu'on était connectés chacun à une Dreamcast dans nos salons respectifs. Du coup, ça s'échangeait des astuces, des armes, des objets et puis évidemment des vannes sur nos nationalités, sur les stéréotypes de nos nationalités plutôt. Et puis comme on est arrivé jusqu'au premier boss et que c'est quelque chose que j'avais pas réussi à faire en solo, ça a vraiment renforcé ce sentiment de connexion avec les autres et aussi cette idée que la coopération elle est au cœur de Fantasy Star Online. Et du coup le joueur espagnol qui était un peu devenu le leader de notre fine équipe de bras cassés a utilisé ce menu du quick chat pour lâcher une longue phrase qui je pense voulait simplement dire à l'attaque et on s'est senti tellement galvanisé que j'ai l'impression qu'on a éteint le dragon en même pas 30 secondes. Une fois qu'on l'a fait, on a échangé nos cartes de guild qui est une option qui permettait de voir quand les joueurs dont on avait la carte étaient connectés, afin de les rejoindre plus facilement. Et puis au moment d'éteindre la Dreamcast, j'avais des étoiles dans les yeux, très similaires à celles du temps de chargement du jeu. Pour revenir sur le développement du jeu, je sais pas si vous vous rappelez des aventures de Miyoshi sur Christmas Night qui l'avait rendu complètement zinzin. Là on est passé un cap au-dessus. Il raconte en interview que pendant le développement de PSO, il y a la Corée du Nord qui a fait des essais de tir de missiles et il y en a un qui est passé au-dessus du Japon. Alors j'ai un peu checké pour savoir de quel missile il parlait, à quel moment c'était, etc. Parce que moi je suis pas très fort en missiles nord-coréens. Et il s'avère qu'en effet, du coup, en août 98, il y a le Taepodong-1 qui est passé au-dessus du Japon et qui a fini dans le Pacifique. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi il est en train de nous parler de missiles nord-coréens ? Et tout bêtement, parce que quand c'est arrivé, la première chose que s'est dit Miyoshi, c'est putain, si le missile était tombé sur le Japon, ça aurait été une catastrophe sans précédent. On aurait dû reporter le jeu et on aurait eu plus de temps sur le développement. La réflexion, elle est totalement irrationnelle, on est d'accord. D'autant que quand tu checkes les dates, tu te rends compte que c'est arrivé, ils étaient au tout début du développement de Fantasy Star Online. Enfin, Sonic Adventure 1 était même pas encore sorti au Japon. Mais le truc, c'est que le projet était tellement gigantesque et la deadline semblait tellement si proche que Miyoshi il en est venu à souhaiter des catastrophes. La dernière deadline qu'ils avaient surtout pas le droit de rater pour des raisons marketing, vous allez comprendre, c'était le début du 21e siècle, donc le 1er janvier 2001. Et le jeu va sortir le 20 décembre 2000, donc 12 jours avant la date butoir. Si on fait un peu le calcul, on peut déduire qu'ils ont bossé plus de 2 ans sur Fantasy Star Online, ce qui est énorme pour l'époque.
et c'est assez important à plusieurs égards. Déjà, la situation de Sega, elle a drastiquement évolué entre-temps. Quand le projet il est lancé, tout va bien, hein. C'est les débuts de la Dreamcast, le online ça va cartonner, le monde il est beau. Et quand le projet il sort, on est à 3 mois de l'annonce de Sega du retrait du marché console pour devenir un éditeur tiers. Et puis le deuxième truc à prendre en compte dans toute cette histoire, c'est que la Dreamcast, elle a pas de disque dur. Donc du coup, tu peux pas patcher les jeux comme c'est le cas sur PC. C'est d'ailleurs pour ça que Samba de Amigo, il a eu une version 2000 peu de temps après la première, c'était pour rajouter des trucs. Pour donner un exemple qui parlera un petit peu à plus de gens, je pense, c'est comme les Street Fighter 2, il y a eu une tonne de Street Fighter 2 parce que à chaque fois, il fallait rajouter des trucs dans le jeu, là c'est pareil. Mais le truc, c'est que là, il est question d'un jeu online. Donc aujourd'hui, on connaît les jeux online, il y a toujours des soucis, mais en plus là, ils étaient pionniers dans le délire. Et donc forcément, il y a une tonne de trucs qu'ils n'avaient pas prévus, des bugs en pagaille, etc. Et tu peux rien faire avec le VMU, il a une capacité de stockage qui est beaucoup trop faible. Il y a eu une bêta de Phantasy Star Online, mais le truc c'est que cette bêta, elle est intervenue 2 mois avant la fameuse deadline du 21e siècle. Et donc l'équipe de Miyoshi, elle a fait ce qu'elle a pu. Ils se sont cramés de dingue pour essayer d'incorporer et de corriger par rapport aux différents retours des joueurs qui avaient joué à la bêta. Mais ils n'ont pas pu tout faire forcément, donc ils sortent le jeu en l'état. Et là, à nouveau, t'as des joueurs qui sont mécontents, qui se mettent à appeler et à envoyer des mails en masse. Et en fait, c'est l'équipe de développement qui se retrouve à faire tampon, qui se retrouve à prendre les appels, à répondre aux messages. Et en même temps, ils sont au fourneau pour réussir à trouver des solutions, pour sortir des correctifs. Et 6 mois tout juste après la sortie de Phantasy Star Online, sort Phantasy Star Online version 2 qui corrige pas mal de problèmes, mais encore une fois, ils n'ont pas pu tout faire. C'est trop ce qui se passe. On sait de plusieurs sources que le développement de Sonic Adventure, ça a été un enfer sans nom. Par exemple, Takashi Iizuka, qui est pourtant assez avare, assez corporate, il va jamais dire quand ça va pas, il a avoué que c'était le pire développement de sa vie. Et pourtant, Takashi Iizuka, il en a vu d'autres, on y reviendra sûrement dans l'acte 4. Mais là où justement, Takashi Iizuka, il a eu une sorte de petite soupape de décompression avec le développement de Sonic Adventure 2 qui semble s'être bien passé, t'as eu des développeurs comme Takao Miyoshi, comme Akio Setsumasa, qui ont enchaîné Sonic Adventure et Phantasy Star avec un petit peu de Chuchu Rocket au milieu. Et en plus, on sait qu'avant ça, les deux, ils en ont chié sur Christmas Night et sur Burning Rangers. Ils se sont fait essorer les types. Quand tu mets tout bout à bout, tu comprends pourquoi Miyoshi il a eu des fantasmes d'apocalypse. C'est un miracle qu'il ait tenu le coup. En suranalysant un poil, je trouve qu'on ressent cet épuisement à la tâche dans l'ambiance du jeu qui transpire le désespoir. À ce titre, Phantasy Star Online me rappelle énormément Panzer Dragoon Saga, où l'équipe de développement elle avait aussi beaucoup souffert, mais aussi beaucoup d'autres œuvres japonaises qui puisent dans le cyberpunk. Dans PSO, l'histoire elle commence sur le fait qu'un groupe de colons, appelé Pioneer 1, s'est posé sur Ragol, une planète qui est considérée comme habitable, et ils ont tous disparus, décimés par une giga explosion 7 ans après s'être installés et pile au moment où le second groupe, donc Pioneer 2, arrivait. Grosse ambiance de merde. Et donc toi, t'es un chasseur de Pioneer 2 et tu dois comprendre comment c'est arrivé en explorant une planète où t'espères retrouver des survivants, sauf qu'il n'y en a pas un seul et où les animaux ils sont tous devenus agressifs, genre à vouloir t'arracher la tête. Au début du jeu, t'apprends que le boss de ton groupe, il a une fille, une chasseuse très connue qui s'appelle Rico, qui faisait partie de Pioneer 1, et il a espoir qu'elle soit en vie. Donc toi, t'arrives sur Ragol et tu tombes sur des messages laissés par Rico, et pendant toute ton aventure, elle te raconte son parcours, elle t'aide en te donnant des infos sur la faune locale, sur ses découvertes. Irrémédiablement, tu t'attaches au perso, t'as l'impression que tu te rapproches physiquement d'elle au fur et à mesure que t'avances dans le jeu, puis t'arrives à la fin du jeu et tu comprends que c'est elle qui a provoqué l'explosion qui a tué tout le monde, en brisant malgré elle le sceau d'une sorte de démon nommé Dark Falls, qui est en fait le dernier boss de tous les Phantasy Star. Il a pris le contrôle de son corps et il a tout niqué. Et du coup, ton dernier objectif, c'est de buter Dark Falls et par extension Rico, et tu sais que c'est elle parce qu'elle se faisait appeler Red Ring Rico, en lien à un bracelet rouge qu'elle portait au poignet, et Dark Falls a ce bracelet. J'ai été marqué par cette phase finale, d'autant que juste avant le combat, t'arrives dans une zone qui est étrangement paisible après tout ce que tu viens de traverser. Il y a personne, il y a une musique calme, c'est vert. Et d'un coup, tout change. Le sol, il se recouvre des visages des colons de Pioneer 1 bouffés par la souffrance, avant que n'arrive Rico, métamorphosé en monstre sous l'emprise de Dark Falls. C'est terrible. Puis ça te laisse un gros sentiment d'amertume au générique de fin. Ce qui me fascine avec PSO, c'est que c'est un jeu qui véhicule énormément d'émotions en étant totalement laconique. Enfin, les persos, ils sont stoïques, les dialogues, c'est dans des bulles, mais en même temps, t'as cette peur pour ta vie quand t'es dans les niveaux avec cette musique qui est malaisante, et puis t'as aussi l'espoir de retrouver Rico et d'autres survivants. Et en fait, toutes ces émotions, comme pour beaucoup de JRPG muets du XXe siècle, elles sont véhiculées par la musique. Il y a 2 compositeurs qui ont bossé sur le jeu et ils ont tous les deux fait un boulot formidable. D'un côté, t'as Hideaki Kobayashi, dont Phantasy Star Online est le premier projet majeur,
Et en fait, aujourd'hui, c'est devenu le compositeur des Phantasy Star de l'ère online. Donc, Universe, Zero, Phantasy Star Online 2, c'est lui. Et de l'autre côté, il y a cette chère Fumi Ekumatani dont j'ai longuement parlé dans l'acte 2 et qui a tout donné sur Phantasy Star Online. Bref, PSO, c'est un jeu pour lequel j'ai énormément d'affection, je pense que vous l'avez pigé. Et y jouer pour cette vidéo m'a montré que c'était pas que de la nostalgie. Alors bien sûr, la nostalgie, elle a fait son œuvre, je le cache pas, mais c'est un jeu qui est merveilleux, tant dans sa proposition que dans la façon dont elle est exécutée. Je parlais plutôt de l'ambition de faire le plus grand RPG de tous les temps, et bien sûr, c'est pas le cas. Mais c'est le premier grand jeu online sur console, la mission elle est accomplie, et je pense que là-dessus tout le monde est d'accord. Le jeu il a eu un beau succès critique, il a gagné de nombreux prix l'année de sa sortie, même commercialement parlant, alors que la Dreamcast elle était en train de crever, il a eu des ventes satisfaisantes selon Yuji Naka. Isao Okawa, qui a été le moteur principal de toute cette démarche, il a malheureusement pas pu profiter du succès de PSO, puisqu'en mars 2021, il succombe des suites d'une longue maladie. Naka, il explique que pendant les derniers mois du développement, il envoyait en fait des mises à jour avec des screenshots directement à l'hôpital, mais il a jamais eu de réponse, il sait même pas si Okawa a pu les consulter. J'ai évoqué Satoru Iwata plutôt, et je trouve que les deux ont une fin de vie qui est tristement similaire, dans le sens où c'était des présidents qui ont tout donné pour leur entreprise et qui ont été emportés par la maladie au moment où la situation a été critique. Je rappelle qu'Iwata, il est décédé avant la sortie de la Switch et au moment où la Wii U était en fin de vie, et c'était un naufrage total, et du coup il a pas pu voir sa vision se concrétiser et voir que ça a été un succès sans précédent. Et d'une certaine façon, c'est un peu pareil pour Isao Okawa, qui croyait dur comme fer et plus que personne que le online sur console ça allait être l'avenir, et malheureusement il est décédé avant de pouvoir s'en rendre compte. Et à ce titre, j'aimerais beaucoup parler de Monster Hunter, parce que moi c'est une série que j'ai découvert sur le tard. J'ai découvert MH avec Monster Hunter World, qui est sorti en 2017, 2018, je sais plus, et au moment où j'ai joué à Monster Hunter, directement je me suis dit mais putain, pourquoi j'ai pas joué à ça avant? Ça me rappelle trop PSO. En 2004, tous les supports de l'époque ont leur version de PSO. Les serveurs Dreamcast sont toujours actifs et ils le resteront jusqu'en 2007. Le jeu sort en 2002 sur GameCube, puis en 2003 sur Xbox en ajoutant un épisode 2 blindé de nouveautés. Et enfin, il sort en 2004 sur PC dans une version ultime appelée épisode 4 Blue Burst. Tous les supports ont leur PSO, sauf la PS2. La PS2, elle a Monster Hunter, qui est développé par Capcom. Comme PSO, c'est un jeu qui est marketé autour de son mode online, puisque même si 4 années sont passées, c'est encore quelque chose de très inhabituel. Et t'es sur cette même dynamique d'action RPG full 3D où tu découvres une faune et où tu la combats avec 3 autres potes, où t'as un arsenal d'armes au corps à corps et à distance qui offre de la complémentarité entre les joueurs, et où tu recommences encore et encore des quêtes dans les mêmes environnements pour espérer tomber sur du loot rare. Alors bien sûr, comme on l'a dit, PSO n'a rien inventé, il puise lui-même dans Diablo, et bien sûr, Capcom a fait des choix de game design différents que j'aurais adoré évoquer en profondeur, mais ça prendrait trop de temps. On retiendra juste que dans la proposition initiale, dans le gameplay aussi, je trouve l'affiliation entre les deux jeux limpide. Et perso, le moment où ça m'a sauté aux yeux, c'est quand je me suis retrouvé face à une Racian pour la première fois dans Monster Hunter. J'ai eu l'impression de revivre le combat contre Dragon, le premier boss de Phantasy Star Online, et c'est pas juste parce que c'est un gros dragon. Des gros dragons, il y en a plein dans le jeu vidéo. Non, ce qui m'a marqué là, c'est que pour vaincre ce dragon dans PSO, tu devais taper dans ses jambes pour le déséquilibrer, puis lui claquer des gros dégâts dans la tête, et c'est typiquement la façon de base d'appréhender la majorité des monstres dans Monster Hunter aujourd'hui encore. Les boss, c'est des moments forts dans Phantasy Star Online, c'est même à mon sens un des principaux atouts du jeu. Ils ont tous des gimmicks propres et ils impressionnent par leur taille. Et avec Monster Hunter, Capcom s'est débarrassé de tout l'aspect dungeon crawling de Phantasy Star Online que j'ai évoqué comme étant un peu laborieux d'ailleurs. Et ils ont conçu leur jeu autour de cette dynamique d'affrontement mémorable et ça marche trop bien. Cette filiation elle est tellement évidente que c'est Tsumasa qui bosse encore sur Phantasy Star aujourd'hui. Il explique en interview qu'il connaît très bien des membres du staff du Monster Hunter original et que certains étaient des très gros joueurs de Phantasy Star Online. Il dit volontiers que eux-mêmes ils se sont servis de l'évolution de MH pour faire évoluer à leur tour Phantasy Star Online vers Phantasy Star Online 2. Puis comme le dit Sakai, aujourd'hui, il y a quand même 20 ans qui sont passés et Monster Hunter et Phantasy Star ont pris chacun une direction bien distincte qui font que les jeux aujourd'hui sont quand même très très différents quoi. Après cette partie sur PSO, on va continuer de suivre la Sonic Team Japan avec un dernier jeu, Billy Hatcher.
Billy Hatcher, il sort en 2003, donc là chronologiquement on a dépassé l'acte 2 puisque Sonic Adventure 2 Battle, qui était le dernier jeu qu'on avait évoqué, était sorti en 2002. Donc là ça y est, hein, la Dreamcast elle est morte, Sega s'est retiré du marché console, il y a des portages qui fleurissent sur les consoles disponibles à l'époque, donc la GameCube, la Xbox et la PlayStation 2, il y a aussi des jeux exclusifs bien entendu, enfin les objectifs ont vraiment évolué, là le but maintenant c'est d'être un très bon éditeur tiers. Et ma foi, Sega s'en sort plutôt bien. Ce succès et cette survie aussi, Sega les doit en grande partie à Isao Okawa. Alors oui, il est décédé depuis quelques années, mais le truc c'est qu'avant de mourir, il a cédé l'équivalent de 700 millions de dollars de créances et d'actions à Sega, ce qui leur a permis de rebondir alors qu'ils étaient en train de traverser une horrible passe. Ouais, c'est cette période d'entre-deux où les studios de chez Sega portent leurs jeux Dreamcast sur d'autres supports. Les jeux inédits arrivent, et du côté de la Sonic Team, c'est donc Billy Hatcher qui sort exclusivement sur GameCube. L'existence de Billy Hatcher, elle est super intéressante parce que ça fait 2 ans que Sonic Adventure 2, développé par la Sonic Team USA, est sorti, et depuis, en dehors de Sonic Mega Collection, qui était une excellente compilation qui regroupait Sonic 1, 2, 3 et Knuckles et quelques autres jeux, en dehors des excellents Sonic Advance aussi, qui étaient réalisés conjointement entre la Sonic Team et Dimps, il n'y a pas eu de nouveau Sonic 3D. Si aujourd'hui une suite directe d'un jeu peut se faire attendre pendant 4 ou 5 ans sans problème, là au début des années 2000, 2 ans c'est long. Le retour d'un Sonic 3D est donc très attendu, Naka il est sans cesse interviewé à ce sujet, Sonic a besoin d'un grand retour médiatique, et il y en a un de prévu, Sonic Heroes, mais Billy Hatcher débarque quelques mois avant. À la réalisation et aussi en tant que game designer principal, on retrouve Shun Nakamura, donc le réalisateur de Samba de Amigo, et ça se sent parce que Billy Hatcher est très à part dans la ludographie de la Sonic Team. La motivation première de Nakamura, vous la connaissez maintenant, c'est de proposer une expérience qui est très grand public. Donc là, c'est pas la peine de faire preuve de dextérité comme dans Sonic ou de sang-froid comme dans Burning Rangers, s'il n'y a pas d'histoire un peu sombre comme avait pu l'être celle de PSO ou même des 2 Adventures. On est face à un jeu qui est très proche des platformers de la Nintendo 64. Il y a une demi-douzaine de mondes dans lesquels Billy et ses potes doivent remplir des missions pour obtenir des emblèmes. Chaque monde, c'est un seul grand niveau qu'on aborde de différentes façons selon les missions qu'on nous donne. C'est totalement dans l'esprit Super Mario 64 et d'ailleurs l'inspiration elle est clairement revendiquée. Et à une époque où les équipes de Sega elles puisaient encore beaucoup dans l'héritage arcade de la marque, Nakamura et son équipe ils ont compris que le marché était en pleine évolution, qu'il était nécessaire de laisser de côté la frustration inhérente au game design des jeux d'arcade pour offrir une expérience plus légère et plus inclusive. Comme pour Samba de Amigo, ça passe par la direction artistique qui est très colorée, avec un personnage principal qui sort de l'archétype du cool au point même d'être un brin ridicule, mais ça marche. Nakamura, il explique que du fait du gameplay qui consiste à faire rouler un œuf, idée qui d'ailleurs lui est venue en faisant un bonhomme de neige, il a été entrepris que Billy soit un bousier, mais ils sont finalement partis sur un petit garçon pour que les plus jeunes puissent s'identifier plus facilement au personnage. Toujours dans une logique très infantile, quand Billy il a fini de couver un œuf, t'as une surprise qui en sort. Ça peut être un power-up, mais aussi un petit monstre qui aide Billy dans sa progression. Chaque œuf a son motif et sa surprise, ce qui fait qu'au fil du jeu, tu finis par savoir ce que vont contenir les œufs, mais quand t'en vois un pour la première fois, tu sais pas sur quoi tu vas tomber, t'as toujours le petit frisson au moment où tu le fais éclore, et le jeu il incite plus ou moins à collectionner ses surprises à travers un menu dédié. Cette idée d'œuf surprise, elle vient pour sa part des gachas, donc ces tirettes très populaires où tu tombes sur une figurine aléatoire emballée dans un petit œuf en plastique, façon Kinder Surprise. Bref, ici tout est simple, bon enfant, marrant. Billy Hatcher c'est avant tout un jeu qui cherche à être divertissant pour les plus jeunes. Le dernier point que je voulais évoquer, il n'est pas inhérent à Billy Hatcher, parce qu'il concerne aussi d'autres jeux de la Sonic Team qui sont sortis sur GameCube, mais comme j'avais beaucoup de choses à raconter avant, là c'est totalement opportun de le raconter maintenant. Billy Hatcher il utilise la connectivité Game Boy Advance GameCube pour accéder à des mini-jeux exclusifs. Alors pour le bien de la durée de la vidéo, qui je pense est déjà beaucoup trop longue, je vais pas vous faire de démo cette fois, mais en gros le principe est le même que sur Dreamcast avec le VMU, c'est-à-dire que tu branches la Game Boy Advance dans la GameCube et tu peux télécharger du contenu et ensuite y avoir accès tranquillement partout sans être branché quoi. Sauf que là c'est encore plus cool parce que le réceptacle du jeu du coup c'est une vraie console portable avec un écran couleur. Et au-delà d'avoir accès à des mini-jeux, cette fonctionnalité elle permettait aussi une forme d'interactivité entre les jeux de la Sonic Team. Par exemple dans Phantasy Star Online il y a un Chao qui est bien caché dans une quête, genre vraiment bien caché. Et si tu le trouves, il te permet d'obtenir un Chao spécial via la Game Boy Advance. Ce Chao spécial, tu devais ensuite le rebalancer dans ton Chao Garden d'un des 2 Sonic Adventure, en gardant du coup la GBA allumée pendant que tu changes de jeu. Et là, surprise, tu découvrais que c'était un Chao Tails qui était d'ailleurs obtenable uniquement de cette façon. Toute cette magie dont je vous parle depuis 3 actes, elle va en quelque sorte s'évaporer. Si vous reprenez toute l'histoire, vous constaterez à quel point l'histoire de la Sonic Team c'est de la folie. C'est une folie qui est parfois douce quand t'as Yuji Naka et Naoto Oshima qui mentent à leur supérieur en disant qu'ils sont en train de faire un Sonic alors qu'ils sont en train de faire un Knights. Quand Shun Nakamura il se retrouve à être réalisateur d'un jeu alors qu'à la base il a coché planeur juste parce qu'il trouvait que le titre sonnait bien. C'est une folie qui est parfois dure aussi quand les employés travaillaient dans des conditions insoutenables et en venaient à souhaiter des catastrophes. Quand les égos sont entrechoqués aussi de la façon de la plus sale qui soit. Ça, j'y reviendrai dans l'acte 4. Enfin, vous aurez le piment. Et alors même que la Dreamcast, elle est morte depuis quelques années, au moment où on en est là,
Cette folie, elle a perduré grâce au soutien d'Isao Okawa, mais malheureusement, tout a une fin. Et c'est de cette fin dont on va parler dans l'acte 4. Suivez la merguez partout, parce qu'on le répétera jamais assez, mais Merugezu, c'est pas uniquement YouTube, c'est aussi des podcasts que vous pouvez écouter sur les plateformes de podcast ou des streams que vous pouvez mater sur Twitch. Et pour ce qui est du coup du quatrième acte, du quatrième et dernier acte de l'histoire de la Sonic Team, quelle longue aventure quand même, hein, j'aurais pas cru que ça durerait aussi longtemps. On se retrouve bientôt, je vais essayer de garder le rythme histoire de pouvoir finir ça et aussi de passer à autre chose, mine de rien. Et puis voilà, prenez soin de vous d'ici là, et à bientôt. Salut!